chers amis internautes, vous qui suivez notre chaîne YouTube Jotna TV et Budset. C'est un plaisir de revenir avec vous dans un entretien spécial dans le cadre de notre format Taxaw Seetlu. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir vraiment une personnalité de grande qualité en la personne du Premier ministre Abdoul Mbaye qui nous fait l'honneur de nous accorder cet entretien. Monsieur le Premier ministre, vraiment encore une fois, merci pour cette disponibilité et je vous laisse donc saluer nos internautes. Bon, d'abord, bonsoir à toi, Ahmadou. Bonsoir également à l'ensemble des internautes. Merci de m'avoir invité et merci pour ces premiers mots particulièrement élogieux à mon endroit. J'espère que je pourrai être à la hauteur de la qualité de cette émission que je suis parfois. Voilà, super. On n'en doute pas, monsieur le ministre, on n'en doute pas. Donc, Taxaw Seetlu, c'est un format qui essaie d'analyser un peu la situation politique de notre pays en s'inspirant de la situation géopolitique parce que la politique de nos jours, c'est un grand tout. Hein, donc, ça nous permet un peu plus de comprendre ce qui se passe dans notre pays, mais surtout de comprendre là où on va. Donc, si on analyse la situation géopolitique. Monsieur le ministre, donc, je crois que la première question que j'ai préparée, c'est par rapport à l'instabilité que nous notons actuellement dans la sous-région, notamment au Mali, Burkina Faso, en Guinée et récemment en Guinée-Bissau. On voit que les Africains sont en train de prendre leurs responsabilités par rapport à ces dirigeants qui ont quelque part rompu avec leur population. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui si vous regardez cette situation dans la sous-région et qu'est-ce que ça peut signifier pour notre pays? Écoutez, j'apprécie cette manière d'amener le débat sur le Sénégal parce que j'ai le net sentiment, j'en suis convaincu, j'ai le net sentiment qu'il y a un changement irréversible qui est en cours, qui concerne l'ensemble des pays de la sous-région, à l'exception peut-être de ceux où la malgouvernance n'atteint pas un certain degré, à l'exception de ceux où il y a un taux de croissance constaté réel au bénéfice des populations. Et lorsqu'on évoque ces deux critères, à la limite, on ne pense plus qu'au Cap-Vert et beaucoup moins à la Côte d'Ivoire, au Ghana, mais je pense que l'ensemble des pays pourraient être concernés par ce changement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous avez au niveau de la région sahélienne, au niveau de l'Afrique, en particulier de cette région francophone, des facteurs permanents et constants qui sont les suivants. Appelons-les, disons, résumons-les dans une formule, nous sommes en panne économique et sociale. Ouais, c'est l'expression. Et c'est triste de le constater parce que ça contredit totalement ces promesses d'émergence, ces taux de croissance importants qui sont affichés, et encore, ils sont importants aux yeux de ceux qui s'en glorifient, mais dans la réalité des campagnes des villes, ils ne traduisent rien du tout. Nous avons dans ces pays d'abord de la pauvreté qui dure, c'est-à-dire une absence de développement. Nous avons, sur les dernières années, et notamment les 2 dernières années, un accroissement de cette pauvreté. Nous avons une absence de perspective. Ça veut dire qu'il n'y a nulle part des politiques économiques qui peuvent laisser penser à ceux qui souffrent que demain, ils vont sortir de leurs difficultés. La seule perspective qui s'offre aujourd'hui à cette jeunesse désespérée, c'est traverser le désert au risque de leur vie pour aller ensuite traverser la Méditerranée et rejoindre l'Eldorado européen, ou alors utiliser la voie atlantique, et cela se traduit par des milliers et des milliers de morts.
Nous avons également une raison principale qui justifie non seulement cette pauvreté, mais cette absence d'espoir, c'est la malgouvernance. Absolument. Et elle ajoute à la situation une dose épouvantable d'injustice parce que non seulement les taux de croissance sont faibles, mais il y a également des situations d'accaparement de la richesse créée ou de la richesse possible. Parfois d'ailleurs, il y a accaparement d'une richesse qu'ils ont trouvée simplement, ils n'y ajoutent rien. Donc cela se traduit par un appauvrissement du plus grand nombre. Je suis convaincu qu'à chaque fois qu'il y aura une petite étincelle de contestation susceptible de donner lieu à des développements, à chaque fois qu'il y aura une étincelle venue d'une injustice parfois mineure, parfois plus importante, eh bien, le cocktail explosif qui existe déjà ne résistera pas à l'explosion, tout simplement. Et malheureusement, dès lors qu'en plus, parce qu'on peut manquer d'espoir, mais on peut également, et je crois que c'est un des bénéfices d'une démocratie réelle, d'une démocratie qui fonctionne, on peut également avoir espoir de pouvoir compter sur d'autres pour apporter des améliorations, pour changer le mode de gouvernance. Or, il se trouve que non seulement il y a malgouvernance, mais ceux qui en sont responsables organisent leur éternité, leur pérennité, leur longévité maximale, et cela évidemment ne contribue pas à la paix et offre malheureusement pratiquement une seule voie, l'alternance par la violence, et à ce moment-là, les militaires, ce qu'on ne souhaite pas, sont toujours aux avant-postes. Donc, et je le redis, vous savez, à l'origine, au départ de la crise Covid, il y a eu une note du Quai d'Orsay qui a fait grand bruit puisqu'elle évoquait dans sa conclusion l'effet pangolin. C'est-à-dire que pour cette note, pour les affaires étrangères de France, la crise Covid, qui est un facteur d'aggravation de l'appauvrissement, mais qui n'est pas le seul, la crise Covid allait avoir des conséquences politiques, mais il disait bien dans les États les plus fragiles. Et à ce moment-là, j'ai rédigé une note et j'ai indiqué que les États les plus fragiles n'allaient pas forcément être les seuls ou les premiers à tomber. Parce que dans ceux où la démocratie également ferme les portes d'un espoir d'alternance, dans ceux où le recul démocratique peut être constaté, malheureusement c'est le cas dans notre pays, même si je constate avec les dernières élections qu'il y a peut-être une prise de conscience au niveau du président Macky Sall, ce recul de démocratie peut également être cause de difficultés similaires et produire les mêmes effets. Voilà, exactement. Merci bien, monsieur le ministre, pour cette analyse. J'ai pensé tout à l'heure, on a cet adage Wolof chez nous qui dit l'Iram Tignagbilejum, et en même temps, on s'efforce à croire en toute naïveté qu'on va rester une exception dans la sous-région, alors que moi je dis que à mots similaires, remèdes similaires. Donc, quelque part, il faut s'attendre à ce que si le président Macky Sall ne change pas son fusil d'épaule, que tôt ou tard, cette vague de contestation et cette méthode antidémocratique va finir par atteindre notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je partage tout à fait votre opinion et vous me rappelez des échanges que j'ai eus avec des personnels diplomatiques de certains pays, avec des étrangers également, observateurs du Sénégal, qui, en première analyse, cite toujours notre pays comme une exception africaine en matière de démocratie. Et lorsque j'essaie de les contredire, ils me disent oui, mais c'est mieux que dans tel ou tel pays, je ne vais pas les citer, je cite un pays qui effectivement est peut-être moins avancé que le Sénégal en matière démocratique. Et la réponse que je donne est la suivante. Je dis, mais vous vous trompez lourdement. On peut être en mauvaise posture, en mauvais classement
à l'échelle de la démocratie et être en situation de progrès. Et à ce moment-là, on crée de l'espoir au niveau des peuples. Par contre, vous pouvez être en situation avancée, c'est en relatif, hein, en situation avancée, mais amorcer un processus de recul qui va créer la déflagration. Je donne un exemple. On va sanctionner un pays, la CEDEAO, pour ne pas la citer, parce que ils ont violé la Constitution, ils n'ont pas respecté la Constitution, ils ont apporté un changement violent, etc. Bon. Mais parmi ceux qui prennent ces décisions, vous avez le président Macky Sall. Absolument. Le Sénégal a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. L'élection du président Macky Sall est largement entachée par le système de parrainage qui a violé le bloc de constitutionnalité du Sénégal à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. La Cour de justice de la CEDEAO impose au président Macky Sall de corriger et d'enlever ça, parce que c'est antidémocratique, ça ne respecte pas les traités internationaux signés par le Sénégal, et ma foi, ça viole même le bloc de constitutionnalité du Sénégal. Et le délai est donné, il faut, avant le 25 octobre, donc dans les 6 mois, il faut enlever ça. Donc non seulement Macky Sall a été élu de manière malpropre, il l'a fait à dessein, ça veut dire qu'il a truqué le fonctionnement de la démocratie sénégalaise pour être sûr de passer à l'élection présidentielle. Est-il président légitime? Il refuse d'appliquer une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ses pairs ne disent rien. Et il ose s'asseoir et condamner des fauteurs de putsch, de coup d'État, parce qu'ils ne respectent pas la constitution de leur pays. Mais alors, ça c'est l'Afrique. Malheureusement, il n'y a pas souvent de la rationalité dans les décisions que nous prenons. Il n'y a pas non plus d'unicité dans les mesures qui sont appliquées. C'est le 2 poids 2 mesures en permanence. Il y a ceux auxquels on laisse tout, ceux qu'on va condamner, mais il est temps qu'ils reviennent à la raison, parce que, vous le soulignez tout à l'heure, je crois que l'heure du réveil des peuples est venue. Absolument. Vraiment, c'est très pertinent, Monsieur le ministre. Merci bien pour cette analyse. En fait, moi, je me dis que les présidents qui sont au sein de la CEDEAO, quelque part, ils poursuivent leur logique parce que moi, je les considère comme un syndicat de malfrats politiques qui sont là pour eux-mêmes, mais pas pour les peuples. Et c'est ça qui fait qu'en fait, quand les peuples se rendent compte qu'ils ne prennent pas des décisions qui vont dans le sens de nos intérêts, que le peuple maintenant, en fin de compte, décide de prendre son devenir en main. Parce que moi je me dis qu'on n'a pas partout des Abdoul Mbaye qui, à un moment donné, se sont rendus compte que ce régime ne navigue pas dans le sens qui arrange le peuple pour dire que vous faites donc votre théâtre sans moi. Ça, c'est les politiciens qui travaillent pour le peuple. Mais des politiciens qui, de manière vraiment claire, sont actifs que pour leur propre intérêt, quand ils se mettent ensemble, c'est évident qu'ils vont prendre des décisions qui les arrangent, mais qui n'arrangent pas les peuples. Donc je trouve que quelque part, ils sont logiques avec eux, mais ça aussi, ça nous mène vers la conclusion qui est que donc finalement les peuples vont finir par prendre leur devenir en main, puisque ceux qui sont là en haut sont de manière manifeste juste pour leur propre intérêt là où ils sont. Monsieur le Président, on va... Évoqué tout à l'heure la malgouvernance. Vous savez, vous avez utilisé le même terme, politiciens qui sont au service de leur pays, au service de leur peuple,
des politiciens qui sont à leur propre service, celui de leur famille en général d'ailleurs. Vous ne verrez jamais loin le cercle familial autour de ce type de personnages et de dirigeants. D'abord, moi, je fais une différence entre le politicien, c'est le mauvais politique, celui que vous avez décrit comme étant au service de ses propres intérêts et de ceux de sa famille, au service également des puissances étrangères qui acceptent de le protéger, aujourd'hui et peut-être demain quand il tombera. Et par contre, ceux qui acceptent de se mettre au service de leur patrie, au service de leur peuple, ça, ce sont des hommes politiques, c'est des femmes politiques. Et ça, c'est différent. Mais en Afrique, tous ceux qui tombent ou tous ceux qui vont tomber, lorsque ce n'est pas un complot venu de l'extérieur, tous ceux qui tombent et tous ceux qui vont tomber, parce qu'à mon avis, effectivement, ça n'est pas fini, sont ceux qui sont dans des démarches d'accaparement de pouvoir au profit de leur famille, au profit de leur clan. C'est invariable, c'est ce que l'on constate partout. Vous avez, c'est vrai, en exagérant un peu, vous dites toujours les peuples. Mais il y a en fait deux situations possibles. Vous avez la rupture qui peut venir du mouvement militaire, mais à ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas le peuple pour défendre celui qu'on est supposé avoir élu il y a quelques mois avec une forte majorité, et vous avez même le peuple qui très vite adhère à ce mouvement. Et vous avez également une autre option peut-être qui ne s'est pas encore entièrement manifestée, mais qui, à mon avis, n'est pas à exclure, où le peuple lui-même se révolte et à ce moment-là, probablement aussi que les militaires viendront en jonction avec le peuple. Vous savez, je suis parfois étonné par le manque de conscience historique de nos dirigeants. Quand vous êtes à la tête d'un peuple qui souffre de la faim, et c'est le cas dans nos pays, un peuple qui n'a pas d'espoir, mais vous évitez par exemple l'injustice ou l'insécurité totale parce que ce sont forcément des détenteurs de révolte et de révolution. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Au Sénégal, ce qu'on a vécu en février-mars, c'était ça. Vous avez un peuple qui souffre, qui continue de souffrir. Vous avez un peuple sans perspective. Et d'ailleurs, dans le discours de fin d'année que j'ai prononcé en fin décembre dernier, j'attire l'attention sur le fait que nous sommes en situation de pauvreté, mais nous sommes en situation d'aggravation de pauvreté. Absolument. Par deux facteurs. Il y a la baisse des revenus, notamment dans les villes et dans les campagnes, quoi qu'en dise le ministre de l'Agriculture avec ces chiffres complètement farfelus. Je crois qu'il a ses propres chiffres, hein, le ministre. Oui, incroyable, incroyable. Donc vous avez une baisse des revenus qui en partie n'est pas seulement est due à la crise Covid, à la crise internationale, donc ce sont des revenus qui baissent, mais vous avez également une inflation galopante qui contribue à éroder le pouvoir d'achat des populations. Donc vous avez une pauvreté qui s'accroît, mais lorsque vous y ajoutez de l'injustice, comme ce fut le cas en février-mars, ben à ce moment-là, c'est l'explosion. Et une explosion qui, vous avez constaté en même temps que moi, dirige les révoltés vers les vivres, vers les magasins de vivres. Il faut faire très attention, nous marchons sur des œufs, le baril d'explosifs est plein, la moindre étincelle peut le faire exploser. Merci bien, Monsieur le ministre. Vraiment, on ne pouvait pas mieux expliquer la situation. Mais avant de passer de la géopolitique à la politique nationale, la dernière fois, quand on parlait au téléphone, vous avez dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que les peuples, à force de crier au pain dans les oreilles sourdes des politiques, à la fin, ils commencent à crier du son. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire avec? Écoutez, je pense que quand on souffre de la pauvreté,
on commence par rappeler à ses dirigeants qu'on a faim et qu'on veut manger. On rappelle à ses dirigeants, lorsque notamment, comme c'est le cas dans mon pays, dans notre pays, lorsque notamment ils passent leur temps à évoquer des centaines de milliers de milliards, un ministre du budget qui dit on va avoir un budget de 5 000 milliards, il raconte des histoires, hein, mais quand même, lorsqu'on leur étale un projet TER qui coûte près de 1000 milliards quand vous ajoutez les intérêts intercalaires, etc., etc., ben, ils se disent, mais où est notre part? Quand ils voient également tous ces dirigeants rouler dans des 4x4, considérer que les 4x4, ça suffit plus, leur faut des 8x8, quand ils voient toutes ces personnes qui n'avaient rien hier, qui aujourd'hui, à Guédiouaï ou ailleurs, ont de vrais châteaux, ils se disent, notre part, donnez-nous notre part. Et je trouve, par exemple, totalement légitime que dans un contexte pareil, les enseignants réclament leur part, notamment lorsque ça fait l'objet de promesses et d'engagements. Donc ça, c'est la première phase. Mais quand le phénomène dure, qu'il n'y a pas de réponse à leurs revendications, la réclamation pour le pain passe à la réclamation pour le sang. C'est lapidaire, c'est une métaphore difficile à supporter, mais malheureusement, on quitte la revendication pour sa survie à une revendication qui exige la disparition de ceux qui gênent votre survie. C'est vraiment très impressionnant. Vous m'avez fait penser au système politique allemand où il y a un mot qui revient très souvent dans le jargon des politiciens. En allemand, ça se dit « soziale Gerechtigkeit ». Ça veut dire une répartition juste des biens de la nation. Et quand on voit... Écoute, Ahmad, je vous interromps parce que j'ai l'impression que, mais je n'en suis pas certain, j'ai l'impression que tu as lu mon discours de fin d'année ou tu l'as écouté. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Ah voilà, alors, ce à quoi j'appelle, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La situation de panne économique et sociale est telle dans nos pays qu'il faudra plusieurs années pour s'en sortir. Absolument. Mais ça ne sera pas facile. Parce que malheureusement, on a de la malgouvernance qui est basée sur, disons, une inconscience et comme on disait tout à l'heure, un souci de plutôt se servir que de servir son peuple et son pays. Mais il y a également une part d'incompétence, de compétence, c'est clair. Simplement parce que ce type de régime a également besoin d'avoir des affidés plutôt que des gens compétents. On chasse la compétence et on garde ceux qui sont au service de vos prébendes, de votre durée au pouvoir, etc. Mais, donc, ce sera long. Remettre en place un Sénégal sur le droit chemin, ce sera long. Mais vous savez ce qui est important, c'est de partager au profit du plus grand nombre ce qui est disponible. Absolument. Et il faut que les peuples en soient persuadés par des faits et des actes. Absolument. C'est exactement ça. Il arrivera un moment où il faudra décider, mais vraiment, et il ne faudra pas négliger les détails. En 2012, on n'avait pas négligé la question des voyages en première classe ou business, on n'avait pas négligé les vitres d'essence données, on n'avait pas négligé les factures de téléphone, et on expliquait pourquoi il fallait réduire tout ça. Il faudra, parce qu'il faut l'exemple, il faudra un président de la République qui renonce à un avion neuf 60 milliards ou 70 milliards de francs CFA, qui renonce à une Mercedes Maybach de plus d'1 milliard de francs CFA, des ministres qui renoncent à ces voitures rutilantes pour rouler dans la misère des Sénégalais. Il faudra rabaisser tout ça et bien faire comprendre au petit peuple qu'il y a partage et qu'ils sont privilégiés par rapport aux ressources disponibles. Il faut une meilleure répartition, sinon ça... Excellent. Vous l'avez bien analysé, Monsieur le ministre. Et comme vous disiez tout à l'heure,
ça va être un long chemin jusqu'à on en arrive à une situation vraiment satisfaisante pour la majeure partie de la population. Mais le plus important, c'est qu'il y ait quand même une répartition des biens disponibles au profit de la grande majorité, comme vous l'avez si bien dit. Et moi, mon impression, c'est que puisque ça va être un long chemin, et comme le disait le Dalai Lama, le plus grand voyage doit commencer par un petit pas. Donc, il nous faut commencer vers ce voyage qui sera très long. Et ça me permet d'entrer un peu dans la politique actuelle. On sort des élections locales où on a vu l'opposition un peu, je dirais, comme j'ai tendance à appeler ça une opposition balkanisée. Bien que l'opposition est allée sous forme de 2 coalitions, mais c'est toujours une opposition qui n'est pas unie comme on peut se le souhaiter. Et la question que je me pose, moi personnellement, en tant que Sénégalais, je me demande des fois, est-ce que les politiques actuellement au Sénégal, est-ce qu'ils mènent le même combat que le peuple? Parce que je pense que la majeure partie des Sénégalais, leur souhait actuellement, c'est de faire en sorte que Macky Sall parte. Et les politiques, j'ai des fois l'impression, jusqu'à quelques rares exceptions, qu'ils mènent le combat pour eux-mêmes, donc qu'ils prennent la place de Macky Sall. Et quelle est l'urgence actuellement? Que chacun essaie de poursuivre ses propres ambitions, ou bien est-ce que l'opposition ne devrait pas prendre la dynamique, à savoir on se met tous ensemble et on essaie de faire le mieux pour le peuple sénégalais? Est-ce que cette division de l'opposition, même sous forme de différentes coalitions, est-ce que c'est la bonne stratégie pour se débarrasser de Macky Sall? Écoutez, moi je vais vous dire, vous savez, quand je m'exprime à mes compagnons, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent à mon parti, quand je fais la promotion également de mon parti, j'insiste beaucoup sur le fait que la frontière n'existe pas forcément entre Macky Sall et l'opposition. La frontière, elle existe entre les hommes politiques et les politiciens. Ouais. Vous l'avez bien dit. Il y a malheureusement des leaders qui anticipent le départ de Macky Sall et qui se projettent déjà devant combattre des concurrents possibles. Macky Sall, à ce rythme-là, n'est pas encore parti. Ouais. Il faut le savoir. Nous avons l'histoire, y compris l'histoire récente, qui nous enseigne que lorsque l'opposition marque un grand coup, c'est parce qu'elle est unie. Ouais. Et c'est d'autant plus indispensable et nécessaire que les scrutins, notamment pour les législatives, mais également pour les locales, sont des scrutins à un tour. Donc, c'est mathématique. Il faut être le plus regroupé possible pour pouvoir gagner. Ouais. Et si vous le constatez, nous sommes allés aux élections. La coalition la plus importante en termes de nombre de partis, etc., et Benno Bokk Yakaar, elle a fait quasiment une razzia. Ouais. La seconde coalition en importance, c'est IEI. Ils sont arrivés seconds. Et ils ont pu récolter le vote sanction, les bénéfices du vote sanction. La troisième coalition en importance, c'est Wallu, elle est arrivée troisième. Mais il faut avoir une bonne lecture de cette réalité. Nous nous battons depuis plus d'1 an, nous avons, enfin pas tant, j'ai fait des démarches à n'en plus finir, dans le sens de la constitution d'une coalition très large. Malheureusement, et dans le dernier virage, ça n'a pas pu se faire pour des raisons que je préfère ne pas évoquer. Mais je ne perds pas espoir parce qu'il y va de la survie d'une partie de l'opposition, de la survie de l'opposition, et surtout, il y va de l'atteinte de notre objectif principal. Absolument. Se mettre dans du calcul pour l'après Macky Sall alors que vous sacrifiez l'objectif de faire partir Macky Sall, ça n'a aucun sens.
Ouais. Aucun sens. Ouais. Donc, même si aujourd'hui, alors j'anticipe un peu sur les prochaines élections, et notamment les législatives, je pense que même s'il est peut-être trop tard de constituer un grand ensemble, à l'époque on appelait ça le grand rassemblement de l'opposition, bon, malheureusement c'est tombé à l'eau, même si ça n'est plus possible aujourd'hui, il reste encore possible, sur la base des résultats statistiques objectifs constatés à partir de l'élection de janvier, il reste encore possible de trouver des compromis, de faire des concessions, région par région, département par département plutôt, puisque ce sont les élections législatives sont des élections par département. J'espère que l'opposition fera preuve de réalisme et acceptera ce type de message, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein. C'est sûr que Macky Sall va rentrer avec une Assemblée nationale à ses ordres, des députés qui ne savent même pas ce qu'est le rôle d'un député, qui sont pressés de voter pour la réduction de leur pouvoir. Bon, c'est épouvantable et malheureusement, les choses seront difficiles à changer. C'est incroyable parce que il y a les propos qui sont tenus par des gens qui ne savent même pas ce qu'est un député. Parce qu'un député est d'abord un député du peuple, quel que soit d'ailleurs le parti auquel vous êtes. Absolument. Absolument. Mais quand ça prend la forme d'un communiqué officiel de l'Assemblée nationale, qui dit, je ne porte pas un jugement de valeur, hein, mais il y a une proposition de loi qui vient de certains députés qui concerne cette affaire d'actes contre nature. Moi, je trouve personnellement que acte contre nature, il vaut mieux préciser. Est-ce que deux femmes qui s'embrassent, c'est un acte contre nature, par exemple? L'acte contre nature répond à une définition de la langue française. Mais la langue française aujourd'hui ne considère plus comme contre nature l'homosexualité, puisque les hommes se marient. Voilà. Le droit pénal, c'est le droit de la précision. Absolument. Parce que vous allez condamner quelqu'un, vous allez le mettre en prison. Donc, essayez d'être plus précis. Vraiment, pour moi, ça me dérangeait pas. Mais quand même. Mais que dans le communiqué, les députés disent on ne va pas l'examiner parce que la position sur l'homosexualité a été déjà précisée par le président Macky Sall. C'est grave. C'est un scandale. C'est un scandale, c'est un cauchemar. C'est quelque chose d'incroyable, incroyable. C'est un cauchemar. L'Assemblée nationale examine une proposition de loi, examine un projet de loi, en débat, accepte ou rejette, mais refuser de l'examiner parce que le président de la République a déjà donné son avis sur cette question, c'est dramatique. C'est dramatique. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, un bon député, en réalité, un député a un devoir, comment dirais-je, de se concentrer sur le peuple et non sur le pouvoir. Et là, on a des députés qui ont fait le choix précis, donc voilà, d'être du côté du pouvoir. Et je ne sais pas de quel député je l'avais entendu. Un bon député a un devoir d'ingratitude vers le pouvoir. Et je crois que nous en sommes encore très loin. Mais c'est une bonne chose qu'on en parle maintenant, vu la situation qu'on va vers des élections donc législatives dans quelques mois. Donc c'est l'échéance qui est devant nous et qui interpelle les politiques actuellement. Et quand je vois la carte électorale du Sénégal qui malheureusement est encore dominée par le marron, mais quand je fais le cumul des votes
donc du scrutin dont on vient de sortir, on se rend compte que dans la majeure partie des communes, si on fait la somme du résultat de Yehui et du résultat de Wallu, donc on voit nettement que l'opposition ensemble donc serait sortie majoritaire. Est-ce que vous croyez que la classe politique va déchiffrer donc cette réalité en se rendant compte que mathématiquement, quand on est ensemble, on est plus fort? Est-ce que ce n'est pas une chance donc pour que les politiciens aillent ensemble aux législatives? La classe politique le savait avant l'élection. Encore une fois, on a vécu 2009 et on n'est pas des imbéciles quand même au sein de l'opposition. Donc elle le savait avant les élections. Ouais. Le résultat arrive et le confirme. J'aurais pu faire le choix d'être pessimiste, mais je vais continuer moi personnellement et je pense au niveau du CRD également, le Congrès de la Renaissance démocratique auquel mon organisation appartient, également au niveau de Wallu, on va continuer à porter cette parole. Restons ensemble si nous voulons une opposition significative. Ouais. Et vous savez, c'est d'autant plus important que le député a un rôle particulier, essentiel dans le fonctionnement d'une démocratie. Absolument. On a besoin, et vous avez évoqué la question tout à l'heure, on a besoin de députés qui savent ce qu'est un député. Ouais. D'un député qui sait le rôle du député dans une démocratie représentative, parce que nous avons fait le choix d'une démocratie représentative, et le représentant, le député à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il est représentant d'une partie du peuple, parce que la démocratie directe, on ne peut pas l'organiser quand on a 17 millions d'habitants. Donc les habitants, les citoyens, délèguent des représentants pour défendre leurs intérêts. En Wolof, et on l'a dit, on va le répéter lors des campagnes de la campagne à venir, on l'avait dit en 2017, député Dundaou Macky Sall, Dundaou président, Dundaou Askan Wille. Mais ils ne le savent pas. Ah ouais, et ils sont choisis parce qu'ils ne le savent pas. Il va falloir que l'opposition prenne bien conscience de l'enjeu, de la possibilité de pouvoir réaliser un score remarquable aux prochaines législatives, mais encore une fois, à la condition d'être ensemble et à la condition de pouvoir trouver les bons compromis qui nous laissent ensemble. Ça va me servir de tremplin pour poser ma question favorite de ce soir. Moi, je rêve d'une coalition Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall. Ça, c'est les politiques que j'admire dans ce pays. Est-ce que ce rêve est réaliste? Écoutez, c'est possible, hein, si la raison l'emporte. Ouais. Merci bien. Si la raison l'emporte. Ouais, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'autre voie pour gagner. Vous en avez cité 3, il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Vous avez toute l'opposition, on doit être le plus unis possible. Sinon, c'est pas possible. Ouais. Sinon, c'est pas possible. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ou alors, ce sera très limité. Ouais. Alors, mon analyse personnelle, c'est que on n'a pas besoin de plusieurs David politiques, il nous faut un grand Goliath. Et ce grand Goliath, ça va être la somme de tous ces David-là. Et je crois que je suis tellement satisfait par la superbe réponse que vous venez de donner en disant c'est possible si la raison l'emporte. Mais au vu de tout ce qui s'est passé dans l'année en 2021 avec les événements du mois de mars, maintenant cette gifle que le régime de Macky Sall a reçu en perdant Dakar, en perdant Ziguinchor, en perdant vraiment les grandes métropoles. Si on fait la somme, est-ce que vous croyez que Macky Sall songe encore au 3e mandat? Écoutez, s'il veut que notre pays explose, qu'il reste dans son Newt-Niak. Parce qu'il a quitté Newt-Niak. Et que, il a dit, hein, en 2019, c'est incroyable d'ailleurs, un président de la République qui accepte devant ses ouailles
reconnaître sa capacité de Njunjak. C'est quelque chose de Njunjak, c'est magouille, hein, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Super. Bon, il avait donc dit j'arrête mes magouilles parce que je ne vais plus avoir un troisième mandat. Donc, s'il revient à cette décision normale, je ne dirais pas une décision forte, c'est une décision normale, on peut avoir espoir que la démocratie sénégalaise va survivre aux difficultés économiques et sociales. Par contre, si jamais il décide de faire interpréter la Constitution à sa guise par un conseil constitutionnel que l'on connaît, s'il essaie d'amener ce troisième mandat, très sincèrement, je serais très inquiet pour mon pays. Maintenant, on va passer à une question plus ou moins stratégique où vous serez très à l'aise puisqu'il s'agit d'une proposition qui a fait une tollée dans les semaines dernières avec la proposition du leader du parti PASTEF d'une monnaie locale complémentaire dans le Sud. Alors, vraiment, c'est l'occasion on a une occasion d'or en parlant avec vous de cette question en tant qu'économiste. Donc, j'aimerais bien que vous nous aidiez un peu et que vous aidiez les Sénégalais à éclairer leur lanterne donc autour de cette équation, je vais dire, de la monnaie locale. D'abord, c'est quoi une monnaie locale? Quels en sont les avantages, les inconvénients? Et quand on applique une monnaie locale, quels sont les mécanismes qu'il faut pour qu'une monnaie locale soit une réalité? Bon, d'abord, ce que je souhaitais souligner, c'est que nous avons au Sénégal la chance d'avoir un spécialiste de cette question, le docteur Abdoulaye Sarr, qui a occupé de hautes fonctions au Fonds monétaire international et qui porte ce projet depuis très longtemps. Et il m'avait fait à l'époque, je crois qu'il y a peut-être 15 ans maintenant, il m'avait fait l'honneur à l'époque avec Mamadou Lassou, Mansour Kama et quelques autres d'appartenir à un comité de réflexion, un groupe de sages autour de lui qui le conseillait. Bon, d'abord, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut être effectivement quelque chose de très novateur. Quand vous dites monnaie locale, c'est une monnaie qui n'a un cours libératoire que sur un territoire particulier, en général. Vous ajoutez complémentaire, ça veut dire qu'elle s'ajoute à une autre monnaie. Elle ne peut pas se substituer à la monnaie principale. Quelle est la monnaie principale dans un pays? C'est la monnaie qui a cours légal, la monnaie qui est émise par la Banque centrale de ce pays. Pour venir à l'exemple du Sénégal, vous avez le franc CFA qui est la monnaie pour le Sénégal. C'est elle qui a un cours légal. Le cours légal, c'est quoi? C'est que quand vous présentez du franc CFA, personne ne peut le refuser, notamment le signe monétaire, le billet ou la pièce. Et personne ne peut vous dire non, j'accepte pas les francs CFA, donnez-moi plutôt des dollars. Sinon, on peut faire l'objet de poursuites pénales. Donc, cette monnaie, le monopole d'émission de toutes les monnaies pouvant avoir cours au Sénégal est accordé à la Banque centrale des États de l'Afrique. Je dis toutes les monnaies parce que je pense non seulement à la monnaie fiduciaire, on reviendra sur ce terme. La monnaie fiduciaire, ce sont les billets sur lesquels repose la confiance, parce qu'à l'époque, quand on payait en or, on savait qu'on avait de l'or. Mais quand on payait en francs, en billets, il fallait avoir confiance. Jusqu'à ce que le cours porté arrive, c'est-à-dire qu'il y ait inconvertibilité du billet. Mais bon, vous avez la monnaie fiduciaire, vous avez la monnaie scripturale, qui est la monnaie par chèque, ça paye vos transactions, vous avez la monnaie électronique, mais tout ça, ça fait l'objet d'une cohérence réglementaire
dépendant de la Banque centrale. Donc, si vous avez le projet d'apporter une monnaie complémentaire à celle-là, vous brisez le monopole d'émission de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez pas le faire sans l'accord de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est d'abord la première remarque. Vous ne pouvez pas émettre une monnaie complémentaire locale dans notre pays ou au sein de l'UMOA sans l'autorisation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment une monnaie locale complémentaire? Je vais prendre un exemple qui va vous amuser un peu, mais c'est pour bien faire comprendre le concept. Vous savez, supposez par exemple que c'est arrivé que la Sonacos, qui achète des graines aux paysans, n'est pas la trésorerie immédiate. La Sonacos signe des bons qu'elle remet aux paysans en lui disant « je vous ai payé, je vais vous rembourser, je vais vous payer contre ce bon telle somme dans 2 mois ». Le paysan est pressé. Il va prendre ce papier, aller chez le boutiquier, acheter du riz, de l'huile, etc., etc. Il achète et il remet le bon contre des cotes. Par exemple, le boutiquier dit « bon, moi je retiens 10%. Il a accepté la décote, mais il a eu entre les mains une monnaie locale complémentaire. Complémentaire, extraordinaire. Parce que le boutiquier qu'il a, il peut également l'utiliser pour se ravitailler auprès de son demi-grossiste. Le demi-grossiste peut utiliser ce bon pour se ravitailler auprès du grossiste. Donc, c'est presque une monnaie locale complémentaire. Complémentaire parce que ça ne remet pas en question le billet normal, mais ça vient s'ajouter et ça permet l'organisation de transactions commerciales et économiques. Mais il y a une chose qui est importante. La signature de la Sonacos doit être reconnue et doit porter confiance. C'est-à-dire que c'est cet aspect fiduciaire qui doit être attaché à la monnaie locale. Et cet aspect fiduciaire suppose l'existence d'une réglementation mise en place par la Banque centrale, puis elle l'accepte. Cette réglementation n'existe pas. Je ne vois pas personnellement, vous connaissez mieux que moi, la faiblesse administrative et la faiblesse, appelons-la, la faiblesse fiduciaire des mairies du Sénégal pour que quelqu'un accepte de prendre un titre de créance sur une mairie. En tout cas, moi, je ne serais pas. Je vous le dis. Donc, c'est très important de vous dire. Il faut bien réfléchir. C'est une possibilité, mais très sincèrement, c'est quasiment inapplicable en raison d'abord de l'existence du monopole banque centrale, en raison ensuite des grosses précautions que la Banque centrale prendrait, parce que vous ne pouvez pas non plus l'accepter pour une commune, le refuser pour d'autres, l'accepter pour une région dans un pays, le refuser pour d'autres. Vous êtes obligé de donner un caractère général à votre réglementation. Et malheureusement, je ne doute pas que demain, telle commune aura peut-être une bonne gestion, mais telle autre, vous savez ce qui se passe par exemple sur les terrains et la corruption pour les permis de construire, vous ne pouvez pas asseoir de la confiance. Bon, mais ceci dit, quel est l'objectif qu'on donne à une monnaie locale complémentaire? Parce que c'est ça qui est important, c'est pas seulement émettre. Absolument. À mon avis, j'en vois 2 possibles. Le premier, c'est que si jamais elle existe, encore une fois, c'est une chimère, hein, mais en tout cas dans notre zone, moi j'en suis convaincu, mais supposons qu'elle existe. Ça veut dire que ça doit reposer d'abord sur la confiance que les personnes ont vis-à-vis de cette monnaie locale. C'est-à-dire, au lieu de me payer du CFA, vous me payez en monnaie locale. Et à la limite, j'ai du CFA et je vous remets ça et vous me remettez de la monnaie locale. Dès lors que vous avez une compétence localement limitée, ça peut servir à booster les échanges au sein de la localité. Absolument. Bon, mais attention, vous boostez les échanges au sein de la localité, mais est-ce que cette localité
a davantage besoin d'échanges avec les autres localités ou en son intérieur? C'est ça qui allait être ma prochaine question. Supposons qu'on émette une monnaie locale dans le Nord. Je préfère le Nord parce qu'il y a beaucoup de production de riz. Mais le Nord, la vallée, a besoin de vendre son riz en dehors de la vallée. Absolument. Donc, ils auront besoin de vendre et d'encaisser du CFA et de poursuivre la transaction en CFA parce qu'ils vont acheter des produits qu'ils n'ont pas chez eux. Voilà. Donc, il y a ce premier problème. Quel est l'arbitrage qu'il faut faire entre le développement d'un patriotisme local autour d'une monnaie locale dans laquelle on finit par avoir confiance et la nécessité d'intégrer son économie locale à l'économie nationale et l'économie nationale à l'économie sous-régionale. Je rappelle quand même que et c'est ça l'un des objectifs majeurs de l'union monétaire, l'union économique et monétaire, en Afrique ou ailleurs, c'est qu'on attend davantage des effets multiplicateurs de l'ouverture plutôt que du patriotisme local. Ça n'a pas de sens. Absolument. Donc ça, c'est une observation importante qu'il faut prendre en compte. Bon. La question que je me pose, c'est en dehors de la faisabilité et des problèmes qui sont possibles, parce que j'ai bien compris ce que vous nous insinuez. En fait, une monnaie locale au Sénégal, c'est quasi impossible tant que la Banque centrale ne s'associe pas au projet. Donc, la faisabilité va être difficile. Mais en dehors de cette faisabilité, est-ce que dans le principe, une monnaie locale pourrait être une bonne solution pour propulser les J'en viens au second objectif. Parce que j'ai indiqué que ça pouvait booster les échanges locaux par le développement d'un patriotisme local. Et encore une fois, une région n'a pas nécessairement besoin de patriotisme local. Une région doit pouvoir avoir plutôt besoin d'une intégration dans un espace plus large, élargir son marché de consommation, etc. Par contre, il y a un deuxième objectif qu'on peut obtenir de la monnaie locale, c'est que si vous avez une institution qui émet cette monnaie locale, par exemple, j'émets de la monnaie locale, je m'appelle, c'est moi, Khalis, et je la place dans la localité concernée, dans la zone concernée, et on me remet du franc CFA. Ça peut se faire d'ailleurs avec un peu de décote pour encourager la collecte. Celui qui détient les 1000 khalis peut faire un certain nombre de transactions avec, pas toutes, parce qu'encore une fois, il faut un taux d'acceptation très très élevé pour que les possibilités d'achat soient pas très larges. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une monnaie qui peut avoir cours légal. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à la prendre. Mais les CFA qui ont été pris par l'institution émettrice peuvent servir à organiser du financement. Et attention, il faut également que cette institution soit très, très, très bien gérée. Parce qu'il suffit d'une petite alerte et peut-être de la menace d'un adversaire politique, si c'est une mairie. Il y a la monnaie locale, un Khalis ne vaut plus rien, ils ont mal géré. Tout le monde va venir retirer les CFA et rendre la monnaie locale. Et si l'institution émettrice a déjà investi une partie de cette somme dans des projets de développement économique régionaux, locaux, elle ne pourra pas respecter ses engagements. Si elle n'a pas un recours à du refinancement, et qui va refinancer, en général c'est la Banque centrale, donc encore une fois, ça dépend de la Banque centrale. Donc très sincèrement, bon, c'est un concept de campagne, mais je pense qu'on en est loin, très loin, au sein de notre zone.
Merci bien, Abdoulaye, pour vraiment cette excellente analyse, hein, donc vraiment venant d'un économiste. Mais avant de clôturer en parlant de votre parti ACT, la question que j'aimerais poser par rapport à cette thématique monétaire, si on considère cette impasse monétaire dans laquelle les pays je dirais, ouest-africaines qui ont le CFA se trouvent, quelle est la solution aujourd'hui? On est tous d'accord que le CFA ne fait pas l'affaire, mais quelle est la solution pour un système monétaire qui permettra le développement pour les pays africains? Alors, je vais d'abord nuancer l'opinion selon laquelle le CFA ne fait pas l'affaire. Moi, je pense que le CFA ne fait pas totalement l'affaire. Totalement. Mais très sincèrement, interroger les opérateurs économiques, c'est vrai que les politiques, les activistes sont contre le CFA, mais on entend peu souvent les opérateurs économiques qui sont les principaux acteurs du CFA sans plaindre. Et dans les pays voisins qui n'ont pas de CFA, souvent, ils sont bien contents de détenir du CFA. Bon, ceci dit, il y a des zones d'amélioration et des zones d'amélioration nécessaires. La première, elle mêle la psychologie à une nécessité économique et financière. La France doit sortir totalement de la gestion du franc. La France doit cesser, et encore, pas la France, c'est-à-dire ce sont les États africains membres qui doivent cesser de croire que la garantie de la France est une garantie réelle. Il n'y a pas de garantie donnée, et en fonction de ça, puisque notamment ça crée ça braque tout le monde, que la France sorte totalement du franc CFA à travers l'abandon de la garantie. Parce que la garantie de convertibilité, elle n'est pas donnée par la France. C'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui garantit la convertibilité du franc CFA, qui l'a toujours garantie, sauf à un moment, c'était vers la fin des années 90, vers les années 80, sauf à un petit moment où la Banque centrale a eu besoin d'utiliser un prêt du Trésor français. Mais on peut se couvrir d'une autre manière. On peut obtenir un prêt de la Banque centrale d'Arabie Saoudite, un prêt de, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Mais et surtout, ce que je pense moi en tant que technicien, c'est que quand vous avez l'assurance d'avoir un filet de sécurité, eh bien, en termes de management de la monnaie, vous êtes capable de vous laisser aller. Absolument. Nous avons toutes les compétences au sein de l'UEMOA pour ne jamais être en déficit de devises au point d'aller emprunter. Donc, il faut abandonner. Sortons la France, renonçons à cette garantie qui n'existe pas dans les faits. Une autre zone d'amélioration, je pense, se trouve également dans la dénomination. Hein. Bon, CFA, ça veut dire communauté financière. Mais on se rappelle toujours, colonie française d'Afrique. Moi, j'ai déjà proposé, appelons ça CFA, S-E-F-A ou S-E-F-2-F-A. C'est une région en Casamance. Pourquoi pas? Le problème est résolu. Ça a quand même coûté le changement des signes monétaires, c'est élevé, mais au moins, ça vaut le coup. Et puis surtout, ça permettrait à notre chef d'État, à l'un de nos chefs d'État, Alassane Ouattara, de respecter sa parole. Qu'on aurait dû changer depuis fin 2020. Un autre point, un troisième point sur lequel il faut faire évoluer les choses, c'est la question de la fixité. Très sincèrement, en tant qu'économiste, en plus assez versé dans les questions monétaires, puisque c'était mon premier métier, je pense que cette fixité doit être abandonnée. Je ne pense pas qu'on puisse, nous, en Afrique, avoir une monnaie aussi forte que l'écu.
on ne peut pas avoir une monnaie qui fluctue selon les critères économiques et financiers de la zone euro. À mon avis, il faut aller vers une parité fixe, certes, mais parité fixe par rapport à un panier de devises, et donc qui ne est pas fixe par rapport à l'euro. Ouais. Et ce panier de devises, il faudra le constituer en fonction de l'euro, en fonction du dollar, en fonction du yen, en fonction de, etc., selon nos obligations, nos transactions économiques et financières. Il est également, alors ça je vais terminer par ça parce que c'est très, très, très important. Vous savez, il s'est passé quelque chose avec le Mali qui me fait très peur. Nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il vaut mieux être ensemble. Avoir une monnaie où chaque membre contribue à la constitution de la réserve en devises. Il y a donc une forte solidarité et à l'intérieur d'un marché unique. Mais il y a une chose fondamentale qu'il faut respecter. Un pays qui renonce à sa souveraineté monétaire, c'est un droit régalien, au profit d'une institution, dans le cadre d'un traité, doit être protégé par l'application stricte des textes qui sont signés. Et en particulier, il faut de l'indépendance vis-à-vis des politiques, et c'est acté d'ailleurs dans les statuts de la Banque centrale, et il faut que toutes les décisions importantes ne soient pas prises en fonction de l'importance de l'économie d'un pays, mais en fonction de l'acceptation de chaque pays de renoncer à son droit régalien de battre monnaie. Ça veut dire qu'on doit retenir que chaque banque centrale, que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est la banque centrale de chaque pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute décision importante, notamment sur la parité, mais également sur l'arrêt des activités dans un pays, ne soit décidée qu'à l'unanimité. Absolument. Or, les dernières décisions qui ont été prises, qui concernent le Mali, fonctionnement banque centrale et également fonctionnement BOAD, ont été prises sans le Mali, et on transforme malheureusement des sanctions internationales, je ne les juge pas, c'est pas le vrai, en sanctions internes. Attention, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, et je pense qu'aucun pays désormais ne pourra oublier ce qui s'est passé. Ça veut dire que, parce qu'à la limite, même à l'intérieur de l'Union, vous ne pouvez pas exclure une guerre entre deux pays. Mais ça veut dire que s'il y a une guerre entre pays X et pays Y, les autres pays peuvent décider que le pays X, on l'exclut, on ne le fait plus fonctionner, on le fait perdre la vie. Absolument. Il y a un problème. Donc, il est particulièrement important de retrouver d'abord la nécessité du respect des textes qui existent, mais également la protection. Et voyez-vous, on parle de monnaie complémentaire. Peut-être que c'est l'occasion d'en faire une. Ça veut dire que si on bloque le fonctionnement, au moins le fonctionnement du système au profit du trésor malien, le trésor malien peut être en droit, en tout cas personne ne pourra le lui reprocher, de récupérer son droit de battre monnaie et mettre une monnaie complémentaire. Et on l'appelle, dans ce cas-là, monnaie de nécessité. C'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il ne renoncerait pas à la monnaie ayant cours légal qui est le CFA, et le Mali peut décider pendant une période déterminée
celle du blocage qui permet de ne plus respecter ses engagements internationaux en matière de règlement de dette, etc., d'émettre une monnaie complémentaire, on appelle ça une monnaie de nécessité dans ce cas, pour une période donnée, de l'échanger contre du CFA, de régler ses créanciers, de payer ses débiteurs. Alors, ce qu'on leur conseillerait évidemment, c'est de le faire dans le cadre d'une réglementation stricte, de préférence conforme à celle qui est prévue par la Banque centrale, pour anticiper sur une régularisation qui se ferait facilement demain. Donc, vous voyez, on a commencé monnaie locale complémentaire, puis on fait entrer un autre concept, la monnaie de nécessité. J'ai vraiment aimé vraiment ce aperçu que vous nous avez donné, parce que finalement, avec les solutions que vous avez données sur le franc CFA, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au début, que le problème, c'est pas le franc CFA, le problème, c'est que la France doit sortir donc de ce concept monétaire. Merci beaucoup, Abdoul Mbaye, pour cette... Vous m'avez remis dans mon rôle de... Ah ouais, je l'ai remarqué, hein. à l'ENAM, à l'époque. Je l'ai remarqué, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on ne peut pas parler avec Abdoul Mbaye sans parler de sa formation politique, ACT, qui intéresse vraiment surtout le jeune électorat et je dirais cette nouvelle jeunesse qui est imbibée de patriotisme. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle, donc, avant de finir, de ACT. Où en est le parti? Quels sont les projets du parti? Et est-ce qu'on peut s'attendre vraiment, bon, la question, vous l'avez tout à l'heure répondu, quelles sont les stratégies de coalition donc, du parti ACT pour les échéances qui sont devant nous? Bon, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la politique. Et c'est ça qu'on aime en vous. C'est ça qu'on aime en vous. Hein? Vraiment, Ahmad, c'est un apprentissage très, très difficile. Très, très difficile. Habitué à la rationalité, au management d'objectifs, de démarches rationnelles, de procédures, etc., etc. J'en prends ma claque, disons. Hein. mais je ne dévie pas, je ne dévie pas de l'idéal qui est celui de notre parti. Pour rien au monde. Une politique autrement. Une politique qui place devant l'intérêt de sa patrie, l'intérêt des populations. Je n'ai jamais fait autre chose dans ma vie. Là, je le fais dans un cadre politique, en pensant, parce que dans une certaine mesure, c'est une grosse part de sacrifice, en pensant à cette jeunesse qui va vers un avenir qui peut être empreint de beaucoup de tristesse et de difficultés. C'est pas facile, on avance à notre rythme, doucement, mais je suis toujours très content de constater que nos idées accrochent tout de suite. Tout de suite. Et elles sont acceptées comme celles de l'avenir de ce pays. Je crois que nos interlocuteurs savent désormais que nous ne faisons pas de la politique pour obtenir des moyens, pour nous enrichir, pour même obtenir une augmentation en grade. Je n'ai rien à faire de ça. Mais on fait vraiment de la politique pour aider au changement. Et aider au changement, ça passe par quoi? Et c'est ça la grosse priorité que nous nous donnons, l'éveil des consciences. On parlait tout à l'heure du rôle du député. Mais l'électeur sénégalais, dans sa grande majorité, élit le député sans savoir ce qu'est un député et élit un député qui ne sait pas ce qu'est un député. Et c'est ça qui doit faire fonctionner la démocratie sénégalaise sur un modèle de démocratie représentative. Ça ne peut pas fonctionner. Ça vous met dans une situation de dépendance de ceux qui arrivent à mieux manipuler, des politiciens rusés avec leurs promesses, etc.
on creuse notre trou petit à petit. On considère que, notamment à l'occasion des élections et même avant cela, mais ce sont les élections qui en démocratie déterminent du fonctionnement de la démocratie et de ceux qui doivent la faire fonctionner, on considère que le regroupement est nécessaire. Et on l'a commencé nous-mêmes en créant le congrès de renaissance démocratique, organisé autour d'un partage de valeurs, en essayant ensuite non seulement de l'élargir, mais de créer des zones de convergence avec tous les autres partis de l'opposition, sans exclusif. On a pris l'initiative très tôt d'aller vers la création d'un grand rassemblement. Malheureusement, il n'a pas pu se faire. On a fait avec ceux qui nous acceptaient d'être avec nous. C'est passé. On n'est pas trop mécontent des résultats. On continue parce qu'on ne va pas se... Moi, en général, je ne me nie pas. Quand j'ai une conviction, je reste dans cette conviction et ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que je vais en sortir. Donc, on continue dans cette voie vers les prochaines élections, essayer d'élargir au maximum avec en perspective ce qui est l'intérêt du Sénégal, ce qui est l'intérêt du peuple du Sénégal et non pas ce qui est l'intérêt de Abdoul-Baye et de son parti. Merci beaucoup pour cet entretien. On a dépassé de loin le temps, mais c'était tellement intéressant que j'aurais pu encore faire 1 heure. Maintenant, le dernier mot vous revient, Abdoul-Baye. Qu'est-ce que vous dites au Sénégal? Alors, parmi les Sénégalais, je vais en distinguer d'abord un, c'est Macky Sall. Je pense qu'il est en train de prendre conscience de la nécessité de ne plus être dans une logique d'affrontement permanent, de provocation permanente. Je le pense parce que il a quand même une intelligence et les élections locales, parce que moi je crois d'abord en ce que je vois, les élections locales laissent considérer qu'il se trouve dans une nouvelle dynamique de libre jeu des choix des électeurs. Il ne faut pas qu'il en sorte. Il faut qu'il continue de respecter le jeu démocratique sénégalais et la constitution sénégalaise. Il faut qu'il mette en œuvre la décision de la CEDEAO. C'est important, c'est essentiel. Il ne faut surtout pas qu'il pense possible un 3e mandat. Ça serait une catastrophe. Pour le reste, c'est un adversaire politique. Je ne vais pas lui donner des conseils pour que ça marche. Mais, vous vous souvenez, en 2019, il a convoqué tout le monde à son palais pour recevoir des conseils sur la gestion de la crise Covid. Moi, j'ai refusé de m'y rendre. Mais par contre, j'ai écrit et je lui ai fait des notes. Je suis ouvert, moi, dès lors qu'il s'agit de l'intérêt de mon pays, de donner du conseil lorsqu'il m'est demandé. Et je rappelle d'ailleurs que, quittant le gouvernement, je n'ai pas tout de suite créé un parti. Le parti a été créé. J'avais commencé par créer un club de réflexion pour aider. Forme de conseil. Bon, ça ne les intéresse pas. Bon, mais c'est encore possible parce que nous allons vers des moments très difficiles. On disait au début de cet entretien que la panne économique et sociale est réelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les choses vont s'aggraver. Elles vont s'aggraver en raison de l'inflation généralisée, mais également et surtout en raison de l'augmentation des prix du pétrole. Et ses conséquences sur la trésorerie de l'État et sur le coût de l'énergie qui plombe complètement le développement économique et industriel
du Sénégal. Deuxième partie de mon message, l'opposition. Même si on peut constater quelques lueurs, petites lueurs du côté de Macky Sall, compte tenu de ce qu'il a fait dans le passé, de ses revirements, ne lui donnons pas carte blanche et imposons-lui un changement au profit des populations. Parce que si ce changement au profit des populations, encore une fois, que ce qui existe soit partagé au mieux au profit de ceux qui en ont le plus besoin en particulier. Si on ne fait pas ça, si on n'arrive pas à ça, ça va exploser et nous serons tous emportés. Tous emportés. Dernier conseil aux électeurs, choisissez le changement raisonnable et compétent. Parce que pour nous sortir du trou, il faudra faire un pari sur l'expérience et la compétence. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Abdoul Mbaye, merci bien pour ce formidable entretien. J'ai encore espoir après cet entretien avec Abdoul Mbaye. Je regarde mon pays vraiment avec beaucoup plus d'espoir. Merci bien pour cet entretien et je suis sûr qu'on en fera d'autres. Inch'Allah. Merci bien. Beaucoup. Merci beaucoup. J'ai apprécié. Merci beaucoup. Merci.